Pour cette émission, nous retrouvons Philippe Chiabodeau pour nous parler des pêcheries napoléoniennes. Philippe Chiabodeau se trouve dans la Manche, en compagnie de Robert Saint-Soyer pour l'ouvrage La guerre des pêcheries, Daniel Lebrun pour De Bouillon à Julouville, l'historique de Julouville. Ils seront rejoints par Louis Forget, maire de Julouville, pour nous parler des pêcheries julouvillaises. Nos différents intervenants expliquent les différentes évolutions de ces pêcheries à travers les âges et des générations, puis suivront les explications sur le fonctionnement de celles-ci. Je me trouve à Julouville, dans le département de la Manche, et une fois n'est pas coutume, avec l'heure de la pêche, on a décidé de vous présenter des livres, et aussi bien évidemment leurs auteurs. Donc Robert Saint-Soyer, qui lui a écrit des livres plutôt à vocation pêche, et Daniel Lebrun, un livre historique sur Julouville et ses environs. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, sur la partie pêche et sur les pêcheries de Julouville, puisqu'elles sont apparemment très particulières. Oui, elles sont effectivement très particulières. Il faut d'abord préciser, pour ne pas que les spectateurs ou téléspectateurs confondent, que les pêcheries, ce sont des éléments extrêmement différents qui s'alignaient de Dunkerque à la frontière italienne et avaient des configurations tout à fait différentes. Grand filet, filet très long, 100 à 150 mètres de long, 15 à 20 mètres de hauteur, et c'est cela qu'on entendait sous le terme de pêcherie. Les pêcheries également dans la région, ce sont des établissements en forme de V, terminés, la pointe étant vers le large, et l'ouverture est fermée par une grille en bois, voulait l'administration, et les pêcheurs souhaitaient et imposaient en fait un cadre en bois à l'extrémité duquel se trouvait un grand filet, une sorte de chalut qu'on appelait la bâche. Et la bâche était montée sur un cadre en bois. Alors, quelle que soit l'heure de la marée, aussi bien de nuit que de jour, les pêcheurs marchaient le plus vite possible sur le haut de ce V, dont les bras, qu'on appelle aussi les pannes, faisaient environ 100 à 150 mètres de longueur. Et au bout de ces 100 à 150 mètres, un accès difficile étant donné que tout cela se passait en sabot, qu'il fallait aller la nuit et sans voir évidemment tout ce qui se passait toujours, les fondrières avec une lanterne le plus souvent possible, mais une lanterne qui chutait, et à ce moment-là, le pêcheur était complètement perdu sur ses pierres. Alors il arrivait à l'extrémité, il soulevait la fameuse grille en bois, de manière frauduleuse le plus souvent, et ayant enlevé le cadre en bois, il mettait sa carrée. Et souvent, évidemment, il y avait des courses-poursuites dans les grèves. C'est le thème de cette histoire, la bataille des pêcheries, puisque c'est un cas tout à fait historique qui a duré une trentaine d'années. Il y avait poursuite dans les grèves pour la confiscation de la bâche ou pour l'amende qui était dressée sur place, tout autour de la pêcherie ou au beau milieu des grèves quand le contrevenant était rattrapé. Alors, on reviendra un petit peu tout à l'heure, si tu veux, sur la bataille des pêcheries pour qu'on comprenne un petit peu mieux le thème de ce livre. Par contre, donc, ces pêcheries sont faites avec des murets en pierre. C'est ce que tu as expliqué. Quel auteur doit faire ces murets pour être sûr de pêcher du poisson et d'avoir des pêcheries fonctionnelles? Alors, tout cela a été extrêmement précis puisque les pêcheries fonctionnent selon l'ordonnance de 1544, c'est-à-dire de François Ier. Et il avait été dit que c'était uniquement des pierres superposées, sans chaux ni ciment, sans apport de matériaux quelconques comme le bois, et les pêcheries étaient tolérées à peu près à 1,20 m, 1,30 m de hauteur. Quant au goulet, selon les désirs des pêcheurs, il mesurait 0,65 m et l'administration l'a fait passer à 1,30 m. Et tout ça pour une raison essentielle, c'est la conservation du poisson et en particulier la conservation des alevins. Alors je vais poser une question à l'historien. Julouville, est-ce qu'aujourd'hui il faut un paysage comme on a vu là pour qu'il y ait ce genre de pêcherie, ou est-ce qu'on pourrait installer ce type, je dirais, d'appareil n'importe où? Eh bien non, nous sommes dans une situation particulièrement favorable, car ici nous avons une côte relativement basse et à quelques centaines de mètres du rivage où nous sommes, voilà, nous avons ce que l'on appelle un platier rocheux. Et généralement, ces platiers rocheux sont généralement, je viens de dire, riches en poissons, coquillages divers. Et à l'avant de ce platier rocheux, donc vers nous, nous avons ce système de pièges que l'on appelle les pêcheries, dont vient de dire mon ami Robert Saint-Soyer. Et bien, ces pièges, fort bien décrites tout à l'heure,
vont permettre de capturer le poisson. Elles ont, ces pêcheries, une orientation particulière vers le nord-ouest, car c'est dans ce sens que se dirige le jusant, le courant inverse de marée. Et ce poisson piégé, comme encore on vient de le dire, va se trouver pris dans un goulet, goulet que l'on a d'abord fermé par une clé. Et lorsqu'on soulève à marée basse, bien sûr, cette barrière, cette grille, nous plaçons, il a été placé en avant une bâche, c'est-à-dire essentiellement un filet, un grand manchon, donc fermé à son extrémité, dans lequel le poisson va se trouver en quelque sorte prisonnier. Il suffira ensuite, avec un croc, de soulever ce filet, de l'ouvrir et de remplir une auge qui est à disposition, qui est à cet effet auprès du goulet où va s'opérer le tri. Alors tout de suite, je dis que c'est très bien pour l'exploitant, naturellement, qui va trouver des poissons, surtout autrefois, assez remarquables, intéressants pour la consommation, mais cela ne va pas sans danger pour la ressource, en ce sens que l'on va pêcher une multitude de petits poissons qui n'ont pas de valeur marchande, qui ne sont pas propres à la consommation et que l'on va rejeter donc à l'extérieur de la pêcherie du fait de l'absence d'eau suffisante, manque d'oxygène. Ces poissons vont généralement mourir et d'autre part, lorsqu'on pêche à marée basse, on voit tournoyer autour du goulet une multitude d'oiseaux, ici goélands et mouettes, qui vont se rassasier donc de ce menu fretin. Et autre chose, ces pêcheries vont être très dommageables pour le frais, c'est-à-dire pour la ponte, une multitude, comme je l'ai dit, d'alevins, poissons comme je l'ai dit encore, poissons non valables au point de vue consommation ou commercialisable, d'où la réglementation que l'on va instaurer dès l'Ancien Régime, sous François Ier en fait, et Henri II, puis plus tard, plus près de nous, avec Colbert, qui va imposer une réglementation précise donc, de la gestion des pêcheries. Alors Daniel, juste une question avant de revoir avec Robert les poissons. Les dates, la date de la première pêcherie? Eh bien, les premières pêcheries, naturellement, il y a des dates célèbres. On en parlait avec M. le maire tout à l'heure. François Ier, Henri II, 1554. Mais les pêcheries existaient déjà. Il faut bien le savoir, elles ont été édifiées, ici en particulier. On a quand même pas mal de relations. Nous possédons les fameux manuscrits du Mont-Saint-Michel, que je vous conseille d'ailleurs de visiter, de voir, et donc établis au Moyen-Âge, sous la houlette, on pourrait le dire, des moines du Mont-Saint-Michel. Ce ne sont pas eux, bien sûr, on s'en doutait, qui ont fait le travail. Ils l'ont fait faire par des spécialistes. Ils étaient en quelque sorte un petit peu ce qu'est la DDE maintenant, les maîtres d'œuvre. Et puis, ces pêcheries ont été, par donc, les abbés du Mont-Saint-Michel, concédées donc aux seigneurs, bien sûr aux seigneurs de Bouillon, car j'en profite pour dire que ici nous sommes à Julouville, en fait nous sommes sur le territoire de l'ancienne commune de Bouillon. Autrefois on ne parlait que des pêcheries de Bouillon, comme on parle de celles de Saint-Père, voire de Bréville ou de Grandville. Donc, je t'ai dit tout à l'heure, on y reviendra peut-être, si vous me posez des questions sur l'histoire de Bouillon. Donc, j'en suis donc à l'édification, suivant des techniques précises, on ne va pas rentrer dans les détails, M. Saint-Soilier a fort bien décrit la façon dont on construisait ces pêcheries. Donc, elles sont concédées à des seigneurs. Les seigneurs vont les rétrocéder donc, à des gens de leur mouvance, souvent des gens aisés. Et ainsi, ces gens aisés vont pouvoir petit à petit les acquérir en biens propres, en devenir propriétaires. Voilà donc pour le système mis en place pour l'exploitation des pêcheries qui, sous l'Ancien Régime, étaient soumises au régime féodal, concession en concession, depuis les moines du Mont-Saint-Michel qui les ont concédés à nos abbayes voisines, telles que l'abbaye de la Lucerne, aux évêques d'Avranches qui avaient un droit et qui, à leur tour, concédaient aux seigneurs, et les seigneurs concédaient donc à ce qu'on peut appeler les particuliers.
Alors Daniel, si Oui. tu veux bien, on va revenir sur les poissons parce que tu as dit quelque chose d'intéressant tout Oui. à l'heure. Et ça, on va voir un petit peu avec Robert qui est plus le spécialiste, on va dire, de la pêche. Alors là, nous, alors de la pêche, comme dans beaucoup d'autres secteurs, on essaye de valoriser et de mettre en place le no-kill ou toutes ces choses-là, c'est-à-dire la protection de la nature et du cheptel. Ah oui. Et là, le fait de ces pêches-là, en fin de compte, c'est un peu de la destruction, puisqu'on ne prend que ce qu'on peut consommer, en gros, Voilà. et le restant, c'est en fin de compte laissé à l'abandon pour les mouettes. On n'a même pas la possibilité de leur rendre leur liberté, donc c'est quand même quelque part une petite destruction. C'est même une très grande destruction. Parce que des expériences ont été menées sous Napoléon III, puisque la grande bataille des pêcheries a eu lieu à l'époque de Napoléon III. Et des expériences ont été faites à Bouillon et dans le secteur sur une vingtaine de marais. Et dans ces vingtaines de marais qui ont été exploités avec le fameux filet la bâche et sans la bâche, c'est-à-dire uniquement avec la grille, on a trouvé peu de différence. Mais je vais donner un exemple, puisque des catalogues ont été faits à l'époque, et nous en avons encore les extraits. Sur 36 963 poissons qui avaient été capturés dans les pêcheries en une vingtaine de marais, 610 seulement avaient la taille légale. Et la difficulté, c'était évidemment de rendre la liberté, mais les alevins, les gouvernements successifs, même antérieurs à Napoléon III et par la suite, n'ont jamais interdit la pêche, bien sûr. Mais ce qu'il fallait préserver, c'était la quantité d'alevins qui pouvaient, par la suite, devenir des gros turbots, des gros bars et autres. C'était donc la raison, puisqu'on voyait très souvent, les alevins, en fait, étaient si nombreux que les pêcheurs ou des cultivateurs du secteur venaient avec des tombereaux, chargeaient tout ça, et ils fumaient les terres, ils donnaient à manger ça aux poules et aux cochons, et alors des odeurs pestilentielles se dégageaient et souvent créaient des épidémies. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport justement à cette destruction, il existe une réglementation, par exemple, interdisant, je ne sais pas, un nombre de marais où on a le droit de pêcher, un nombre d'autres marais où on n'a pas le droit de pêcher, ou des périodes d'ouverture ou de fermeture, ou est-ce que c'est complètement libre ? C'est pratiquement complètement libre, bien qu'un règlement pour la pêche à pied d'une façon générale ait été édicté assez récemment, en particulier par le préfet de la Manche, mais c'est vrai aussi dans d'autres départements. Alors, des difficultés évidemment au niveau des tailles. Le bar, par exemple, doit mesurer environ 36 cm. Voilà, 36 cm, la sole 24 et les coquillages, le tout à l'avenant. Bon, mais évidemment qu'il est un peu tard. Et à l'époque de Louis XIV, par exemple, les intendants de généralité disaient « Oh, vous savez, vous pouvez pêcher autant que vous voulez parce que la mer est inépuisable. » Malheureusement, c'est la loi, la règle qui a été dite pendant des années, et on a le résultat aujourd'hui, c'est que les pêcheries sont presque toutes pratiquement abandonnées. Alors quelques-unes fonctionnent encore, certaines sont conservées à titre historique, en particulier une pêcherie à Granville, avec cette différence en ce qui concerne le sol, parce que c'est toute la différence avec cette loi de 1544, qui est vraiment la date phare dans la pêche et les pêcheries en France. En 1544, il a été indiqué que certaines pêcheries avaient des propriétaires. Parce que c'est là cette curiosité, c'est que le terrain appartient à l'État, le terrain appartient à la marine, donc à l'État, alors qu'avant 1544, par une aberration du gouvernement et des gouvernements antérieurs, le terrain a été vendu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines pêcheries sont indestructibles, malgré les recommandations de Bruxelles, parce que les gens sont propriétaires du terrain. Tout à fait. D'accord. Alors on va revenir un petit peu à l'histoire, puisque tout à l'heure, Daniel disait qu'on parlait des pêcheries de Bouillon et non pas des pêcheries de Julouville. Alors pourquoi Julouville ? Eh bien, Julouville porte le nom du fondateur de la station, à savoir Armand Juloux. Ce sont donc des choses qui se sont déroulées relativement récemment, puisque M. Juloux était un homme aisé à la fin du siècle précédent. Cet homme aisé, amateur de chevaux, il avait d'ailleurs une propriété originaire de Bretagne, du Nord, propriétaire de chevaux, donc il s'était acheté une propriété à Saint-Michel-des-Loups, là où il élevait ses chevaux, et il les entraînait déjà
sur la plage, sur l'estran que nous avons là sous les yeux. Donc ce monsieur Julou, qui habitait, si l'on peut dire, dans l'arrière-pays, sur les hauteurs qui dominent notre station actuelle, a eu la vision de ce que pourrait être un jour donc une station balnéaire ici même, à l'image peut-être de Cabourg dans le Calvados. Donc fort de cette idée, de cette imagination, ce monsieur Julou va acheter ses miels, car il faut savoir que il y a un peu plus de 100 ans, ici n'était que ce que l'on appelle des miels, c'est-à-dire des dunes couvertes d'une végétation assez sauvage, et en se rapprochant de la falaise, nous avions des marécages, donc des terrains très insalubres, des dunes, des marécages, car il faut savoir que ces marécages existaient du fait que à l'arrière de Julouville se trouve un vaste étang qui porte le nom de Mare de Bouillon. Cet étang, d'ailleurs, comme je l'ai dit, vaste, puisque c'est le plus grand plan d'eau naturel de la Branchin, avait beaucoup de difficultés pour se jeter à la mer. Il se situe à peu près à un petit kilomètre d'ici. Il se heurtait au cordon de dunes littorales et a dû pour atteindre la mer, longer la côte, remonter vers le nord pour finalement l'atteindre à Saint-Père-sur-Mer. Alors, donc là, Bouillon et Julouville, quand je vous écoute parler, tout est fait pour la pêche. On a à la fois tout à fait. Oui, voilà de l'eau douce, ce que je voulais dire. De l'eau de mer. Voilà. Alors, mis à part les pêcheries, justement, dans cette eau de mer ou dans l'eau douce, puisqu'on a découvert aussi la Sienne il y a pas longtemps, où on a eu la chance de faire quelques parties de pêche à la truite. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire comme autre activité à base de pêche, hormis les pêcheries? Oui, eh bien, activité de pêche, il faut savoir que cette mare de Bouillon est de propriété privée, ce qui limite donc à ce point de vue donc son utilisation en tant que ressource et loisir pour cette activité de pêche. Mais cette mare de Bouillon, il faut le savoir, naît donc d'une rivière qui porte le nom de Tare, c'est le Tare, et de son affluent l'Allemagne, et qui de tout temps, ces deux rivières se sont révélées extrêmement poissonneuses, notamment l'Allemagne, si l'on peut dire, on en reparlera, qui court là, en gros, sur des sols granitiques, sur une eau très vive, bien oxygénée, et donc est favorable donc, à la pêche à la ligne, à la pêche en eau douce, ainsi d'ailleurs que le Tare, en remontant son cours, dans ma jeunesse, on racontait des histoires de pêche un petit peu fabuleuses pour notre époque, de truites notamment, qu'on pouvait effectuer dans cette rivière le Tare. Le Tare, c'est un peu la rivière, comme on dit, la rivière sacrée du pays, puisqu'elle naît donc aux environs de la Épinel, va couler toujours sur des terrains schisteux, granitiques, favorables aux poissons d'eau douce, couler au pied de l'abbaye de la Lucerne, et dévaler vers la mare de Bouillon, donc suivant un cours assez remarquable. Et comme je l'ai dit, cette rivière se révèle particulièrement propice à la pêche. Et elle va donner naissance, si l'on peut s'exprimer ainsi, à la mare de Bouillon, qui elle-même va se jeter dans la mer, ici en gros à Julouville. Bonsoir Louis. Bonsoir Philippe. Monsieur le maire. Alors Louis Forger, donc maire de Julouville, que je souhaitais vous présenter, qui a eu la gentillesse de venir nous retrouver. Bien oui, puisque nous sommes vus hier et je vois que votre intérêt pour nos pêcheries, nos rivières est extrêmement intéressant. Et donc je voulais m'entretenir avec vous de la suite de vos expériences sur nos pêcheries. Ben écoute, je pense que nos téléspectateurs ont appris beaucoup de choses aujourd'hui, aussi bien sur l'historique de Julouville, puisque Daniel a très bien commenté d'une part son ouvrage, mais aussi tout ce qu'on devait savoir autour de Julouville et de Bouillon. Et Robert nous a donné, lui, de son côté, tous les renseignements nécessaires sur les constructions, la façon de procéder pour les pêcheries à Julouville.
Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on présente donc les différents ouvrages. Donc, La bataille des pêcheries, donc de Robert Chassoyer. Donc, tu peux en dire peut-être quelques mots? Tout à fait, parce que je suis titulaire d'un exemplaire dédicacé depuis déjà quelques temps. Et je trouve que ce livre a le mérite de présenter l'ensemble des problèmes de pêcherie de la frontière belge à la frontière italienne. Et ce livre est extrêmement bien documenté, présente au bas mot 120 photos, n'est-ce pas? Et donc c'est un livre tout à fait bien illustré, résumant tous les problèmes rencontrés. Et c'est donc un excellent ouvrage de vulgarisation sur les problèmes de pêcherie. Donc premier ouvrage qu'on vous conseille. Le deuxième, toujours de Robert, La pêche à pied. Alors ça, n'hésitez pas, parce que bon, apparemment nous sommes dans une ville riche en ce type de pêche. Oui, tout à fait. Et là, on est déjà dans quelque chose de plus technique, puisque c'est plutôt typique de nos plages, puisque c'est une pêche à pied sur des côtes ayant des grands dégagements de marée, puisque à Jullouville, entre autres, la mer se retire entre 1 km et 1,5 km aux grandes marées. Et là, nous sommes tout à fait dans le sujet concernant Jullouville. Alors, le troisième livre, c'est le livre de Daniel Lebrun, notre historien. Donc, de Bouillon à Jullouville. Il vous a expliqué pourquoi, par quel passage on a fait. Bien, alors là, je suis d'autant plus intéressé que, comme Daniel, je suis un enfant du pays, et donc nous connaissons bien tous les deux, mais lui a l'avantage d'être historien, moi je suis maire, donc c'est autre chose, c'est plus administratif. Mais il n'empêche que ce livre est un excellent résumé des 150 ans de vie à Bouillon et à Jullouville, et donc là nous sommes dans quelque chose de plus technique, plus local. Autant Robert a été généraliste, autant Daniel est très ciblé sur Jullouville. Voilà. Donc je vous le recommande, et tout ceci, ainsi que les livres exposés ici, sont à la bibliothèque de Jullouville. Nous avons 8000 volumes, avec une présidente très active, et donc les gens sont invités à s'inscrire et à consulter. Tout ça est disponible en bibliothèque à Jullouville. Alors, en complément de ces 3 ouvrages, qui sont, à mon avis, incontournables, tout à fait. 2 autres, donc Marée haute, marée basse, ce qui vous permettra de voir quel type de pêche on peut pratiquer donc à ce niveau-là. Alors, pêche à la ligne, pêche à pied, ce sera à vous de voir quel secteur vous intéresse le plus. Alors ça, c'est très pédagogique, et je sais que les enfants des écoles sont très friands de ce livre. Et puis, pour terminer, donc on a le Conservatoire du littoral. Donc là, bien évidemment, je pense que c'est un livre qui est plutôt axé, on va dire, sur tout ce qui est écologie et autres. Je dirais, comment préserver le patrimoine. Tout à fait. Là, c'est l'intervention du département qui intervient, et sachant qu'Ambroise Gallec est une personnalité bien connue pour son activité, tout ce qui est littoral. Alors, amis pêcheurs, je ne vous conseillerais qu'une chose, n'hésitez pas, venez à Jullouville, que vous habitiez l'Ardèche, le sud-ouest, le nord, n'hésitez pas, venez faire un passage ici, venez pêcher, parce que toutes les espèces de pêche peuvent être représentées, avec tout type de pêche confondue, pêche à pied, pêche à la canne, les pêcheries, venez voir aussi, parce que je pense que c'est passer à Jullouville sans les avoir vus, ça serait vraiment dommage. Et puis vous avez surtout toutes les activités pour les familles, la plage, des jeux, de l'équitation, il y a tout, il y a vraiment tout. Voilà, on va remercier nos invités. Louis, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie de cette présence à Jullouville. Et de Robert, la vulgarisation de notre région. Notre spécialiste de la pêche, notre généraliste, comme tu l'as appelé. Et Daniel, voilà. Donc notre historien. Très bien, très très bien. Merci pour tout ça. Voilà. Et on va dire à nos téléspectateurs, à très bientôt. Merci.